Le festival de Pâques il s'est construit sur l'idée que des artistes s'adressaient à Dieu. Bach, Beethoven, Mozart et tant d'autres. Et le festival de Pâques, c'est ce moment où on met en relation la musique, le sacré et l'individu. C'est pour ça, par exemple, que chaque année, on fait une passion, la Saint-Jean ou la Saint-Matthieu, en alternance, parce que c'est notre manière d'aller vers cette introspection où, pendant ces œuvres-là, on peut prendre le temps de réfléchir à ce que nous sommes. Le camp d'Émile est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Il y en avait 242 pendant la guerre. C'est un camp dont toute l'histoire s'est déroulée avant l'occupation allemande de la zone libre, avec un engrenage de persécution, d'abord contre des Allemands qui relevaient d'une puissance ennemie et qui étaient considérés comme suspects de servir cette puissance contre la France, alors que la plupart d'entre eux étaient des réfugiés anti-nazis venus en France précisément pour rejoindre une démocratie et se protéger. C'est la première phase. La deuxième phase, ce sont souvent les mêmes qui ont été gardés par Pétain, qui lui ne s'est pas trompé et qui a bien compris que ces gens étaient des anti-nazis et des antifascistes, qui les a gardés. Donc là, c'est plus la phase de persécution politique, je dirais. Et puis, à la fin, une accélération de l'histoire, comme souvent, en 3-4 semaines, déportation des Juifs, hommes, femmes et enfants, et en particulier des enfants, la plupart français, qui ont été livrés par Pétain aux nazis qui ne les demandaient pas. Mais une autre caractéristique importante, c'est la présence nombreuse d'artistes et d'intellectuels, d'écrivains, y compris de prix Nobel, l'inventeur de la cortisone par exemple, mais aussi des fondateurs du surréalisme comme Max Ernst, des grands auteurs comme Léon Feuchtwanger. Bref, une vie intellectuelle, artistique, culturelle extrêmement forte qui était pour eux une manière de résister et en particulier de résister à l'engrenage des déshumanisations auxquelles ils étaient soumis. C'était une manière de rester homme malgré cette volonté de les abaisser. Il ne faut jamais oublier que la manière qu'ont les régimes d'oppression de maltraiter les hommes, c'est de ne plus les considérer comme des hommes. Et c'est beaucoup plus facile, évidemment, d'opprimer quelqu'un qui n'est plus ou qu'on ne considère plus comme un homme qu'un homme qui est a priori son égal. Le camp d'Émile, c'est un symbole sur ce territoire. Et ça faisait longtemps que je me disais, il faut faire quelque chose ici. Un jour, je suis venu, j'ai regardé, je me suis dit, il faut vraiment que pour l'édition du festival là, on fasse quelque chose. J'ai amené Renaud Capuçon qui ne connaissait pas cet endroit, je lui ai montré. Et puis on s'est mis dans l'auditorium, on a parlé et on est arrivé à cette œuvre, le Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen, écrit dans un camp de rétention en Silésie, dans un camp de prisonniers. Quand on écrit dans la captivité, d'abord, je pense qu'on n'écrit pas, on ne doit pas composer de la même façon. Ce qu'on imagine, ce qu'on vit n'est pas du tout la même chose que ce qu'on est quand on est libre. Il l'a composé pour ses camarades d'infortune qui étaient avec lui, donc un clarinettiste, un violoniste et un violoncelliste, et ils ont créé cette œuvre. C'est comme un cri, en fait, cette pièce. Moi, je considère que c'est une des œuvres les plus marquantes du XXe siècle, une des plus grandes œuvres, pas seulement de musique de chambre, mais une des plus grandes œuvres de la littérature, parce que elle se passe de mots. Même sans savoir que ça s'appelle le Quatuor pour la fin du temps, on sent qu'il y a une chose. Il y a un cri qui est poussé par le compositeur qui est incroyable. Le camp d'Émile a pour vocation fondamentale non seulement de présenter un lieu, de présenter une histoire, de présenter une mémoire, mais aussi d'en tirer un certain nombre de leçons, d'enseignements. Notre mission, c'est vraiment de tirer un trait d'union entre le passé et le présent, en quoi la mémoire peut passer de la mémoire révérence au passé à une mémoire référence pour le présent. La dimension culturelle au sens artistique du terme, telle que cela nous a été proposé par Dominique Bluzet, est tout à fait essentielle. Nous avons toujours, dans la conception même du mémorial,
à la fois essayer d'aller au plus loin possible sur le plan purement intellectuel, mais aussi essayer d'aborder ces mêmes questions dont on dit souvent qu'elles relèvent de l'indicible, donc quelque part ne se laissant pas réduire aux mots, à la science, etc., mais essayer d'approcher ces questions-là par le ressenti, l'art, l'émotion. Quand on arrive dans un lieu comme celui-là, l'œuvre de Messiaen, elle prend une symbolique toute particulière. Messiaen, il s'est servi de l'Apocalypse pour écrire son œuvre. À partir de là, quelle résonance ça peut avoir dans un lieu comme ça, le mot Apocalypse, et quelle résonance ça a par rapport au Festival de Pâques? C'est une forme d'évidence et c'est devenu un emblème du festival. Pour ma part, c'est la première fois que je joue dans un tel lieu. Et la force de cette pièce dans ce lieu, ça donne... Déjà, avant qu'on ait commencé à jouer, il y a déjà une dimension assez incroyable, spirituelle et aussi de connexion avec ce qui se passe dans l'histoire. J'ai l'impression qu'on est dans une période, en tout cas, qui peut s'apparenter à une forme d'apocalypse. Quand on voit ce qui se passe partout dans le monde, et il y a quelque chose d'assez glaçant. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'optimisme et qui a beaucoup d'espoir en l'être humain, évidemment, en Dieu d'abord, mais aussi en l'être humain. Et je me dis que même si on a une impression d'apocalypse, j'ose espérer qu'on n'y est pas encore. Je crois que c'est politique aussi et peut-être d'abord parce que nous avons besoin aujourd'hui de rester de plus en plus ouverts. Nous sommes dans un monde qui se referme, où beaucoup de groupes, de personnes, de nations se replient. Et tout ce travail de culture, et d'une façon générale le travail d'une culture libre, c'est un travail d'ouverture à soi-même, aux différentes dimensions de soi-même, et d'ouverture aussi aux autres cultures, aux autres manières de s'approprier le monde, y compris bien sûr la manière artistique, mais pas seulement. Et le Quatuor pour la fin du temps, c'est une œuvre silencieuse presque. Il y a un très très beau mouvement, qui est un mouvement uniquement à la clarinette. Donc vous êtes à un moment où effectivement vous vous dites, c'est presque du silence que j'écoute. Parce que les notes se succèdent, mais elles se succèdent comme une très très lente mélopée qui vous invite à la réflexion. Il n'était pas métronomiquement attaché absolument à une valeur très très précise, mais ce qu'il souhaitait, c'est avoir une atmosphère et un rendu un petit peu, ce dont on parlait hier, un peu hors du temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans l'enfermement, la valeur du temps n'a rien à voir avec celle que nous avons nous, où on court après une répétition, un train, un avion, je ne sais quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il voulait vraiment... faire ressortir dans ces valeurs de tempi métronomiques qui sont extrêmement lents. On est en apnée sur des grandes tenues avec des tempi d'une lenteur extrême. C'est même en dessous de ce que le métronome indique. Et à travers cette espèce de lente tension, il nous amène à une sorte d'extase. Quand on écoute, parfois, on perd complètement la notion d'une réelle pulsation. On est hors du temps, d'une certaine façon. C'est important qu'un lieu de musique comme le Grand Théâtre de Provence et un lieu mémoriel comme celui-là racontent une histoire commune parce que c'est une réalité des choses. Bach, Beethoven et Mozart, ils n'ont pas écrit par hasard un certain nombre d'œuvres. Olivier Messiaen, il est quelque part l'enfant de cette trilogie de musiciens et de tant d'autres. Puis il y a aussi cette transmission vis-à-vis du public qui est musicale, mais qui interroge le fond. Pourquoi cette œuvre a été écrite? Pourquoi est-ce qu'on a voulu la faire écouter à des gens? Pour obtenir quelle réaction de leur part, ou en tout cas, quelle tentative de les toucher à un endroit particulier, et c'est pour ça qu'on est ici. Moi, j'ai joué la première fois cette pièce avec Pascal en 98, donc il y a de nombreuses années. Lui-même l'a travaillé avec Olivier Messiaen.
Donc déjà à l'époque, il m'a transmis ce qu'il a naturellement reçu de lui. Là, Kian la joue pour la première fois. Et donc il y a quelque chose de totalement... On se transmet sans se le dire, mais on se transmet des bribes de savoir. Et je trouve ça très touchant dans la musique de chambre, de façon générale. Moi, je pense que la musique, ça s'écoute et ça se regarde. Et parfois, ça se rêve. C'est-à-dire qu'on est dans une salle et notre esprit vagabonde, il va vers autre part. Les notes sont comme un ruisseau qui nous entraîne vers une pensée qui n'est pas la pensée du simple auditeur. Et venir faire ce concert dans cet endroit-là, c'était quelque chose d'essentiel parce que justement, ça ouvre ces portes intérieures que Messiaen a voulu toucher.